Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page Utip du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même 1 euro, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous 1 euro, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous et de laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Hello, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Dans Comme un poisson dans l'eau, je reçois beaucoup d'universitaires de pas mal de disciplines différentes, qui se penchent dans leurs recherches sur la question des relations des humains-humaines avec les autres animaux. Et bah figurez-vous qu'il y a un champ de recherche entier consacré à cette question. Ça s'appelle les Animal Studies, ou études animales en français. C'est pas un champ très développé ni très connu en France encore. Peut-être parce que c'est un champ engagé en faveur des animaux, et que c'est mal vu d'être engagé, voire militante, quand on est chercheuse ou chercheur dans ce pays. Se pose alors la question de savoir si les universitaires peuvent même se revendiquer d'être antispécistes. Et c'est à Émilie Dardenne que j'ai voulu poser cette question difficile. Elle est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en études anglophones et en études animales. C'est aussi la responsable du diplôme universitaire Animaux et Société à l'université Rennes 2 et l'autrice d'un manuel d'introduction aux études animales dont une seconde édition est sortie récemment aux presses universitaires de France. On parle dans cet entretien d'études animales, de pourquoi ce champ de recherche a du mal à exister dans l'université française, de l'engagement chez les chercheuses, et même de Jocelyne Porcher. Et oui, on a parlé de beaucoup de sujets. Bonjour Émilie Dardenne. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans Comme un poisson dans l'eau, en particulier parce que vous avez écrit un manuel d'introduction aux études animales, et j'aimerais beaucoup qu'on parle dans cet épisode de ce que sont les études animales et des enjeux qui traversent ce champ de recherche. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement ce que sont les études animales ? Les études animales sont un champ de recherche et d'enseignement qui s'est développé d'abord dans les pays anglophones à la fin du XXe siècle, qui ont été initiés plutôt par l'anthropologie et la philosophie, mais bon après ça s'est étendu à d'autres disciplines. Et dans ce champ, on s'intéresse aux relations entre les êtres humains et les autres animaux. Et on s'intéresse également aux représentations des autres animaux dans la culture, dans le langage, la littérature, le droit. Voilà, c'est un champ très interdisciplinaire. Dans l'introduction de votre ouvrage, vous faites remonter l'apparition et le développement des études animales à un tournant animal qui a eu lieu dans plusieurs disciplines dans les années 60-70, c'est ça ? Oui, alors le tournant animal, il est un petit peu plus tardif. Disons que ça a commencé par la philosophie dans les années 70, avec un renouvellement de l'éthique animale, avec des philosophes qui sont un peu considérés comme les pères fondateurs de l'éthique animale contemporaine. On peut citer Peter Singer et Tom Regan. Bien sûr, il y avait une éthique animale bien avant ces deux auteurs, mais ils ont renouvelé cette éthique en proposant de nouveaux concepts, de nouveaux paradigmes. Et à partir de là, dans un contexte aussi sociétal qui s'est ouvert à ces questions, bien, les disciplines universitaires ont suivi le mouvement, les autres disciplines ont suivi le mouvement, et puis l'éthique animale a infusé dans d'autres domaines qui se sont saisis de cet objet, un objet universitaire, les autres animaux qui étaient jusque-là
pas tellement considéré, mis à part bien sûr dans les disciplines qui s'y intéressent de façon directe, c'est-à-dire la zoologie, l'éthologie s'intéresse aux animaux depuis toujours, mais dans les disciplines des sciences humaines et sociales, parce que le champ des études animales porte sur ces disciplines-là, on s'intéressait pas beaucoup aux animaux et à nos relations avec eux jusqu'à dans les années 70 et puis ensuite 80-90 où le champ s'est ouvert. Et en France, l'ouverture est encore plus récente. Ah oui, donc en fait, le tournant animal, c'est juste le fait d'inclure les autres animaux comme objet de recherche à part entière et comme sujet aussi. C'est ça, le tournant animal, c'est une ouverture de la recherche et de l'enseignement au non-humain. D'ailleurs, c'est pas le seul tournant qu'a connu la recherche. Il y a eu d'autres tournants, le tournant linguistique, le tournant culturel, et on a vu plein d'ouvertures comme ça. L'historienne états-unienne Harriet Ridvo parle d'une démocratisation de la recherche qui s'ouvre à tout un tas de groupes jusqu'alors peu ou pas beaucoup considérés. Donc ça explique les études postcoloniales où on s'intéresse au groupe des anciennes colonies. C'est aussi ce qui a permis l'émergence des études sur le genre. Et les animaux font aussi partie de ces groupes auxquels on s'intéresse depuis la dernière partie, le dernier quart du XXe siècle. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous donner un peu une idée de la diversité des disciplines qui sont concernées et qui sont regroupées parmi le grand champ des études animales? Oui, alors bien sûr, en philosophie, il y a plein d'exemples. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui s'intéressent aux animaux dans la philosophie. En histoire, on va s'intéresser également à la façon dont l'histoire intègre les autres animaux. Je cite souvent le travail d'Éric Baraté, qui est vraiment un pionnier en France de la question animale, mais lui ne s'inscrit pas dans le champ des études animales parce que sa méthode est un peu différente. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à regarder les relations entre les humains et les autres animaux, il cherche à relire l'histoire par le prisme animal, c'est-à-dire il essaye de passer du côté des animaux. C'est une autre méthode. Voilà, en anthropologie, en sociologie, on voit beaucoup de travaux maintenant qui s'intéressent à la façon dont les relations entre humains et non-humains évoluent. Il y a tout un pan des études littéraires qui s'intéressent aussi à la façon dont les animaux sont représentés dans la littérature, comment ils peuvent devenir des narrateurs, comment ils sont représentés en tant que personnages de romans, de contes, etc. Dans la littérature jeunesse aussi, il y a beaucoup d'exemples de la présence animale. Dans le langage, la sémiotique, on voit des travaux, par exemple récemment en France, le travail de Catherine Carbrat-Orecchioni, le travail de Marie-Claude Marcelier, sur la façon dont le langage exprime un mépris envers le non-humain. Il y a beaucoup d'exemples, que ce soit dans le lexique ou dans les autres éléments du discours. Voilà, en fait, à peu près toutes les disciplines des sciences humaines et sociales peuvent faire entrer les animaux. Oui, on a consacré un épisode entier dans Comme un poisson dans l'eau avec Marie-Claude Marcelier sur cette question du langage, du spécisme dans le langage en fait. Et alors avant les Animal Studies, il y avait quand même déjà des recherches qui portaient sur les autres animaux, non? Du coup, qu'est-ce qui caractérise vraiment les Animal Studies et qui marquerait leur différence par rapport à ces recherches sur les animaux qui existaient déjà auparavant dans les disciplines? Je dirais que c'est la mise en perspective de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire qu'on peut consacrer tout à fait sa recherche aux autres animaux ou aux relations avec les autres animaux, sans pour autant se dire ah ben oui mais il y a quelque chose il y a une attitude là, il y a un tropisme au cœur de ces relations qui est l'anthropocentrisme. Est-ce que vous pouvez donner une petite définition rapide de l'anthropocentrisme éventuellement? L'anthropocentrisme, c'est le fait de considérer l'être humain comme le centre, de faire en sorte que tout se rapporte aux humains. Il y a différents niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un anthropocentrisme inévitable. C'est une des difficultés des études animales, en mettant ça en perspective, c'est de dire
bon, nous sommes des êtres humains, quand nous nous intéressons aux relations avec les autres animaux, nous le faisons depuis notre point de vue humain. Et puis il y a un anthropocentrisme qui devient hiérarchique. Donc je dirais que les études animales, elles se différencient des simples travaux sur la question animale par la mise en perspective de l'anthropocentrisme, avec différents degrés de mise en perspective, c'est-à-dire que les études animales sont un niveau, et puis il y a d'autres niveaux avant et après. Le niveau qui serait le plus neutre, ce serait le niveau qu'on pourrait appeler simplement de l'approche par la question animale, c'est-à-dire des chercheurs et des chercheuses qui s'intéressent aux autres animaux, mais qui vont pas chercher du tout à prendre parti pour eux ou contre eux. Il y a le niveau des études animales qui commence déjà à mettre en perspective l'anthropocentrisme en montrant déjà que c'est récent de s'intéresser simplement aux animaux dans la recherche. Un peu plus engagé, il y a les études animales critiques qui non seulement vont mettre en perspective l'anthropocentrisme, mais qui vont également mettre en évidence sa dimension hiérarchique. Et puis il y a les études animales radicales qui mettent en perspective l'anthropocentrisme hiérarchique et qui également prônent des méthodes, des stratégies d'action radicales, comme la désobéissance civile par exemple. Donc il y a toute une gradation autour de l'anthropocentrisme, c'est vraiment le nœud, on pourrait dire, conceptuel des études animales. D'accord, donc si je retrace bien le fil un peu de l'évolution de la recherche sur les autres animaux, il y avait des études des relations entre humains et animal, mais qui ne questionnaient pas du tout l'anthropocentrisme. Ensuite, il y a eu les animal studies, et au sein même des études animales, il y a eu, comme vous le suggérez, une évolution en leur sein, avec un développement plus récent. Je crois que c'est vers les années 2000, au milieu des années 2000, que se sont développées les études animales critiques. Oui. Qui se distinguent du reste des études animales que vous l'avez dit, qui sont dites mainstream. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de ce développement récent au sein des études animales ? Oui, simplement pour faire un parallèle, peut-être pour rendre les choses un peu plus claires, il s'est passé la même chose du côté des études sur le genre. C'est-à-dire qu'il y a des études sur le genre qui s'intéressent aux relations entre les hommes et les femmes, sans forcément adopter de posture normative. Et puis il y a les études féministes. Voilà, donc on a la même distinction dans les études animales. Et donc les études animales critiques, qui est le développement, on va dire, la branche la plus politique des études animales. Elle s'intéresse donc toujours à la mise en perspective de l'anthropocentrisme, mais là on va s'intéresser beaucoup plus aux notions de hiérarchie, de pouvoir. Donc on retrouve dans ce courant-là les paradigmes de la domination, de la violence. On retrouve également des questions de justice sociale, justice interspécifique, l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'intersectionnalité, c'est pas souvent bien compris, donc je me permets de préciser que c'est c'est le fait de cumuler plusieurs discriminations. Par exemple, d'être une femme et d'être noire, c'est une double discrimination. C'est ça l'intersectionnalité. Et souvent, c'est confondu avec la convergence des luttes, qui est autre chose. Si on est un activiste ou une activiste pour les droits des femmes et pour les droits des animaux, on est dans la convergence des luttes. Mais ce sont deux choses distinctes. En tout cas, les études animales critiques s'intéressent aux deux, s'intéressent à l'intersectionnalité et à la convergence des luttes. Et elles s'intéressent aussi, bien sûr, à l'éthique animale. On voit que l'éthique animale, c'est une discipline vraiment fondamentale, à la fois dans les études animales mainstream et dans les études animales critiques. L'éthique animale qui a elle-même suivi une évolution ces dernières années. Je reprends là ce qu'en dit le philosophe Mark Rowlands. Il dit qu'il y a eu 3 vagues, et on voit que ces 3 vagues façonnent beaucoup la façon dont on travaille sur la question animale aujourd'hui. Donc la première vague, c'est celle des pères fondateurs, entre guillemets, Tom Regan et Peter Singer, autour de l'utilitarisme et de la théorie des droits. Il y a la deuxième vague où le champ s'est un petit peu élargi, avec l'éthique des vertus par exemple en plus, et puis on s'intéresse à la prise en compte des intérêts des autres animaux. Et puis aujourd'hui on voit une troisième vague, on s'intéresse de plus en plus à la question de l'agentivité
des animaux, à la question de la résistance animale, à la question de l'autonomie. On voit tous ces objets, enfin tous ces concepts là qui émergent aujourd'hui et qui modifient encore notre façon de les percevoir et qui modifient la façon de faire de la recherche à leur sujet. Vous me donnez un bon argument pour justifier la place importante qu'a l'éthique dans Comme un poisson dans l'eau. Il y a à la fois le tropisme de ma propre formation en philosophie, mais en fait ça se justifie aussi par la centralité des questions morales et de la place de la philosophie dans les études animales en général en fait. Oui, bien sûr, la philosophie est importante, et puis avec elle, l'approche critique. Qu'est-ce que c'est l'approche critique? On s'appuie beaucoup sur l'analyse des arguments, et c'est là que l'éthique est importante et la philosophie est importante. On va s'intéresser aussi beaucoup aux définitions, définir les termes et évaluer ces définitions. Donc il y a de la philosophie, mais on fait aussi beaucoup référence au langage, à la linguistique, pour montrer à quel point c'est important pour comprendre la façon dont on pense les autres animaux, donc analyse des arguments, définition des termes, et puis reconnaître les présupposés. Et ça aussi, bien sûr, ça fait appel à des compétences philosophiques. Et puis, je voulais aussi ajouter une chose sur votre question à propos de l'approche des études animales. Un des grands thèmes aussi, c'est de montrer en quoi les relations que nous avons avec les autres animaux dans les sociétés humaines. Alors, ces sociétés humaines, précisons que ça porte quand même beaucoup sur les sociétés occidentales. Alors, il y a des travaux en ethnographie, en anthropologie qui s'intéressent à d'autres pays, mais pour beaucoup, ça porte sur les sociétés occidentales. Et on montre que les existences animales dans les sociétés humaines ont plus à voir avec la culture humaine qu'avec la biologie, c'est-à-dire que la façon dont les animaux sont pensés, la façon dont ils sont intégrés dans notre culture, quand ils sont catégorisés par exemple, ça va avoir beaucoup plus d'incidence sur leur vie que le fait qu'ils appartiennent à telle ou telle espèce. Ah bah justement, alors allons-y pour donner un exemple un peu plus concret de la façon dont les études animales peuvent révéler l'anthropocentrisme, par exemple dans la catégorisation des animaux. Je crois que vous donnez l'exemple du lapin qui dérange un peu les catégories dans lesquelles on a tendance à ranger les animaux selon les usages qu'on en fait. Par exemple, on parle d'animaux de rente, animaux de laboratoire, animaux de compagnie, et là-dedans, le lapin a évolué et est plus exactement dans les mêmes catégories, voire dans plusieurs catégories en même temps, c'est ça ? Oui, on donne souvent l'exemple du lapin parce que c'est un animal qui est éminemment transcatégoriel. C'est un mot qui vient du droit, mais qu'on peut réutiliser, qui est assez parlant pour montrer que un lapin, c'est le même individu au niveau biologique, mais selon son classement, selon sa catégorisation dans les relations anthropozoologiques, il va pas recevoir le même traitement, il va pas recevoir la même protection, il va pas être regardé de la même manière. Il y a beaucoup une question de point de vue dans les études animales, comment on regarde les autres animaux, quel point de vue on adopte. Et donc un lapin, il peut être un animal de compagnie. À ce moment-là, il va être intégré au foyer, il va être traité comme un membre de la famille, avec plus ou moins des différences bien sûr en fonction des foyers. Mais il est également un animal de rente, il est également un animal d'expérimentation, et c'est aussi un animal par ailleurs qui a une forte portée symbolique. Le lapin est très présent dans le langage, par exemple, il y a beaucoup d'expressions autour du lapin. Ça ne vaut pas un pet de lapin. Toutes les expressions autour de la fertilité ou de la sexualité, un chaud lapin, une lapine, voilà. Et donc son image évolue. Il y a moins de gens qui mangent du lapin maintenant. Parce que justement il est davantage perçu comme un animal qui devient un animal de compagnie. Ceci dit, une grosse nuance sur cette idée, c'est qu'il y a, il me semble, selon les derniers chiffres, à peu près 23 millions, je crois, de lapins qui sont tués et mangés en France aujourd'hui. Donc ça reste un chiffre élevé parce que c'est un petit animal. Donc voilà, pour qu'il y ait suffisamment de viande de lapin, il faut beaucoup d'individus.
Et alors ce fait que, par exemple, le lapin soit dans les représentations de moins en moins vu comme un animal qu'on peut manger, comme de la viande, et de plus en plus vu comme plutôt un compagnon, un animal de compagnie, c'est très révélateur de la dimension de construction culturelle de ces catégories, des mots qu'on utilise et de la façon dont on range en fait les animaux dans notre tête, et y compris une catégorie comme la viande est vraiment très évolutive et dépendante du contexte, c'est ça ? Oui, et puis ce que j'essaie de montrer dans mon livre, mais ce qu'ont démontré aussi d'autres chercheurs et d'autres chercheuses, c'est que cette construction culturelle de la viande, là où on en est aujourd'hui, c'est une évolution très récente dans notre histoire, avec une grosse accélération au XIXe siècle et au XXe siècle. Une évolution également des types d'animaux qui peuvent être consommés. Par exemple, dans le Larousse de la gastronomie de 1938, on voit une liste d'animaux qui peuvent être cuisinés, qu'on n'imaginerait pas du tout aujourd'hui être dans nos plats, c'est-à-dire il y a les chats, il me semble les marmottes, j'ai pas relu cette liste récemment, mais les couleuvres, enfin différents animaux qu'on n'imagine plus du tout aujourd'hui. Donc la palette d'animaux qu'on mange s'est beaucoup réduite, mais le nombre d'individus consommés s'est beaucoup développé, à l'inverse. C'est-à-dire qu'on mange moins d'espèces différentes, il y en a peu, par rapport aux millions d'espèces animales qui existent, mais il y en a beaucoup plus en termes d'individus. Donc oui, la viande est une construction culturelle qui est en perpétuelle évolution, et d'ailleurs on voit encore des évolutions récentes. Les évolutions de ces dernières années, c'est plutôt un repli sur le nombre d'animaux consommés, sauf pour les poulets. Pour revenir sur la présentation des études animales un peu en général, j'ai l'impression que c'est un champ de recherche qui est en quelque sorte dominé ou qui a un statut subalterne par rapport à d'autres champs de recherche et que du coup les études animales souffriraient d'un manque de légitimité, en fait, de reconnaissance de l'intérêt de ces recherches, voire de sa scientificité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic ? Je le nuancerai un petit peu. Effectivement, il y a une question de légitimité parce qu'en France notamment, on n'est pas tellement habitué à cette façon de procéder et de faire entrer les animaux dans les sciences humaines et sociales. Mais il y a un fort intérêt à la fois du grand public, des étudiantes et des étudiants et de certains chercheurs et de certaines chercheuses. Ce qu'on constate, c'est que malgré cet intérêt, on souffre toujours d'une hiérarchisation des disciplines dans l'université française, avec une considération supérieure des sciences du vivant et des sciences empiriques, qui seraient supérieures parce qu'elles produisent des données, alors que les sciences humaines et sociales, qui pour certaines sont empiriques mais pour d'autres portent sur les idées, les croyances, les attitudes, seraient de ce fait moins sérieuses ou moins scientifiques. Alors qu'elles le sont tout autant, les sciences humaines et sociales sont également des sciences, et il est important de considérer tout ce qui relève des idées et des croyances, parce que sans les idées et les croyances qui sous-tendent en fait les façons d'agir, c'est-à-dire par exemple quand on quantifie les données sur le nombre d'animaux tués, d'animaux mangés par exemple, sans comprendre pourquoi les gens mangent plus de viande ou moins de viande aujourd'hui qu'il y a 100 ans, sans mettre en perspective l'évolution historique, l'évolution des idées sur ces questions, il nous manque tout un pan des relations avec les autres animaux pour les comprendre. Donc il y a cette hiérarchie entre les disciplines. Il y a aussi le fait qu'en France, on a une tradition universitaire qui est fortement ancrée dans les disciplines académiques. Et donc quand on sort des disciplines, c'est un peu compliqué de faire reconnaître une façon de travailler en dehors des disciplines ou de façon très interdisciplinaire. Ce qui est le cas des études animales, on va balayer un champ très large. Donc les études animales, elles sont pas une discipline, elles sont un champ thématique. C'est très différent. Et en France, on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. On aime bien que les choses soient classées par discipline. Donc on est anthropologue ou on est philosophe,
avant d'être un spécialiste ou une spécialiste d'études animales. D'ailleurs, je crois que vous êtes une de mes peut-être très rares invitées à se définir comme chercheuse en études animales par rapport à la plupart des autres invités du podcast qui se définissent d'abord par leur discipline, éventuellement comme chercheuse en éthique ou sociologue ou que sais-je. Ouais, c'est vrai. Alors moi, dans ma discipline, on a l'habitude de cette flexibilité, de cette souplesse. Donc ma discipline, c'est les études anglophones. Et c'est une discipline éminemment interdisciplinaire. C'est-à-dire que dans les études anglophones, il y a des littéraires qui travaillent donc sur des objets littéraires, poésie, théâtre, roman. Et il y a des civilisationnistes qui travaillent plutôt sur l'histoire des idées, la science politique, la sociologie, etc. En tout cas, nous, on s'intéresse à ce qui se passe dans les pays anglophones. Donc on a l'habitude de cette flexibilité disciplinaire. Donc pour moi, c'est pas un problème de me présenter comme chercheuse en études animales. C'est aussi parce que j'essaie de contribuer au développement de ce champ dans la sphère francophone et dans la sphère française notamment que je le fais pour montrer que c'est possible. Et il y a je constate qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses qui veulent travailler dans ce champ et qui se heurtent à cet obstacle de vouloir d'abord travailler dans un champ avant de se rattacher à une discipline, et on leur dit non, c'est pas possible, il faut d'abord que vous vous définissiez comme archéologue avant de vous dire en études animales ou comme spécialiste de sciences politiques avant de vous définir comme spécialiste d'études animales. D'accord, donc en fait, les facteurs d'explication que vous me donnez sur le manque de légitimité parfois perçue des études animales, c'est le fait que c'est des studies en fait, que c'est à la fois des choses qui sont interdisciplinaires, des recherches qui sont interdisciplinaires et qui sont ancrées dans les sciences sociales et les humanités, et ça fait deux facteurs qui expliquent que du fait de hiérarchie par ailleurs ou du fonctionnement de l'université, c'est moins bien perçu et moins bien reçu comme type de façon de faire de la recherche. En fait, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec des critiques qui ont aussi été adressées à d'autres types de studies dont vous avez parlé, les études de genre, vous avez parlé des études postcoloniales, il y a aussi les études critiques de la race, et c'est tous des champs disciplinaires qui ont reçu aussi des critiques assez vives dans les médias, même parfois dans le monde politique. En France du moins, il y a eu beaucoup une sorte de backlash en fait contre ces recherches. Effectivement, et parce que ces recherches, elles bousculent beaucoup les façons de procéder, les façons de faire de la recherche, les méthodes, mais aussi simplement les façons de penser et le rapport au monde. C'est-à-dire que pour parler des études animales, qui est dans les champs que vous citiez, celui que moi je connais bien, le fait d'ouvrir les disciplines au point de vue des non-humains, c'est tellement une révolution. On parle des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire les sciences humaines. Ouais. Simplement le terme sciences humaines, on voit bien de quoi on parle. Quand on dit dans les sciences humaines, il y a aussi des non-humains. C'est un tel décentrement, une telle ouverture, ça bouscule le fondement même des sciences humaines et sociales. Donc c'est pas forcément audible pour tout le monde, mais de la même manière, les études sur le genre, l'ouverture donc à la perspective des femmes. Ce décentrement, il ne va pas sans heurts. Et il ne va pas sans... c'est-à-dire que pour des gens comme... je peux citer simplement mon cas personnel, c'est un long cheminement, les études animales. C'est d'abord des questionnements personnels, après ça s'ouvre sur le domaine scientifique. Donc pour des collègues qui se sont jamais posé les questions de cet ordre-là, ça peut être un peu bouleversant. Ça peut ouais, voilà. Ouais. Alors vous avez dit que c'est un peu le propre des études animales critiques que de se pencher plus particulièrement sur les questions de domination des humains sur les autres animaux, des rapports de pouvoir, de la violence, de l'exploitation, qui mettent en évidence l'exceptionnalisme humain et le spécisme. Est-ce que ça veut dire que c'est pas des choses qui sont analysées par l'ensemble des études animales ? Et en fait, ça rejoint une question plus générale que je me posais, c'est est-ce que les recherches au sein des études animales sont toutes, entre guillemets, favorables aux animaux, au sort des animaux non humains ? Je dirais que les chercheurs et les chercheuses qui se positionnent dans ce champ ont forcément une approche
en adoptant le point de vue des animaux qui va leur être favorable. Mais elle va être plus ou moins engagée. Et en France, en fait, je ne connais pas beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui, d'emblée, se positionnent comme étant dans ce champ. Il est tellement récent aussi. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un intérêt important pour les études animales, mais finalement, il y a peu de chercheurs et de chercheuses qui se positionnent d'emblée dans le champ, en France. D'accord. Je vais peut-être poser ma question de façon plus précise. Est-ce que ça implique qu'une partie du champ, par exemple, ne reconnaîtrait pas le relatif consensus en éthique animale qui conclut que l'exploitation animale est injuste et indéfendable? Je me réfère à la récente déclaration de Montréal sur l'exploitation animale et qui me semble que vous avez signé. Oui. Alors moi, je l'ai signé et je souscris tout à fait aux idées qui sont défendues. Tout le monde dans les études animales n'est pas forcément intéressé autant par la philosophie. Enfin, je pense à la chercheuse Jocelyne Porcher en France, qui est sociologue et qui travaille sur les questions de relations humains-non humains dans le cadre de l'élevage. Et il me semble qu'elle dit s'inscrire dans le champ des études animales. J'espère ne pas déformer son propos. Et je crois qu'elle rejoint des préoccupations sur la question, par exemple, de l'élevage industriel, dans son ouvrage Vivre avec... je sais plus exactement le titre. Comment vivre avec les animaux, ou Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle. Donc, il y a toute une partie où elle met très clairement en perspective l'évolution de la zootechnie, le fait que la zootechnie est séparer les éleveurs et les éleveuses des individus animaux dont ils s'occupent. Donc là, je pense qu'elle est tout à fait dans ce qu'on pourrait appeler les études animales, mais après, sur d'autres sujets, comme sur la mise à mort des animaux, par exemple, elle serait pas du tout sur la même ligne que tous les chercheurs et toutes les chercheuses qui ont signé la déclaration de Montréal et qui rejettent l'exploitation animale. Donc, je ne sais pas si moi la définition des études animales que je donne, elle est la même que celle que donnent d'autres collègues qui travaillent dans ce champ. Pour moi en tout cas, étant donné l'origine du champ, la question de la mise en perspective de l'anthropocentrisme, il me semble on ne peut l'aborder qu'en étant favorable aux autres animaux. Être favorable aux autres animaux, ça ne veut pas forcément dire être activiste en leur faveur. Là, on passe déjà du côté des études animales critiques. C'est vrai que sur ce que vous disiez par rapport à la figure de Jocelyne Porcher, qui dépeint en fait les relations d'élevage comme des relations de travail et non d'exploitation, qui seraient mutuellement bénéfiques, selon elle, et affective entre éleveurs et élevés, et qui condamne par ailleurs de façon assez péremptoire le véganisme. Moi, je vois un risque qu'une partie des études, de gens qui se revendiquent des études animales mais non critiques, soient en fait des institutions de légitimation très fortes du spécisme. Et on voit la façon dont Jocelyne Porcher est très souvent appelée, invitée dans des médias et dans des institutions qui ont pour but de défendre l'élevage, en fait. Alors c'est peut-être, j'étais en train de réfléchir à savoir s'il y aurait d'autres exemples de collègues qui travaillent sur la question animale de cette même manière et qui se revendiquent des études animales. Je n'en vois pas d'autres, donc je pense pas forcément que ce soit un frein. Le frein, c'est plutôt c'est pas tant de se dire ou de se dire je suis dans les études animales ou je n'y suis pas, parce qu'en fait le champ est tellement peu visible que ça n'a pas tellement d'importance. Ouais. C'est plutôt la façon d'approcher la question des relations par rapport à l'idéologie dominante, qui est une idéologie éminemment anthropocentrée. En ça, les études animales aussi présentent des caractéristiques communes avec toutes les questions d'études sur l'environnement, sur l'écologie, sur la biodiversité, qui également mettent, d'une autre manière, mais mettent également en cause l'anthropocentrisme. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas évoqué, mais dans les études animales critiques, il y a aussi un lien assez fort et qui s'est créé dès le début entre des revendications pour les animaux et des revendications radicales également pour la prise en compte de l'environnement et du dérèglement climatique. Et ça, c'est vraiment une caractéristique des études animales critiques par rapport aux études animales conventionnelles. On voit pas tellement ce lien dans les études animales conventionnelles.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de dialogue entre les études animales critiques et les études animales mainstream? Parce que je me dis que pour définir un champ de recherche, il faut que ce soit des personnes qui interagissent entre elles, qui se retrouvent lors de colloques, qui critiquent leurs travaux, qui se connaissent mutuellement. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un très grand écart à la fois par la diversité des disciplines et par la diversité des approches normatives. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment un champ de recherche unifié au final, les études animales? Bah non, c'est pas un champ de recherche unifié. Okay. Non, ça l'est pas. Il y a vraiment des groupes assez distincts, complètement distincts même, je dirais. Alors parfois ils se retrouvent. Est-ce que c'est le cas? Non, j'ai l'impression. Bon, je peux pas. Enfin, j'ai pas fait une étude très très poussée de la chose, mais j'ai l'impression qu'il y a le groupe des études animales critiques qui fonctionne. Il y a un entre-soi, et puis dans les études animales mainstream, il y a un entre-soi aussi, avec des revues différentes, des colloques différents, des évolutions peut-être différentes aussi. Mais je pense que c'est un peu le cas dans d'autres mouvements aussi. Les études sur le genre, par exemple, qui est souvent une référence. Il y a beaucoup une grande influence, même des outils notionnels qui ont été développés par les chercheurs et chercheuses dans les études sur le genre, qui sont utilisés dans les études animales. Alors vous l'avez dit, les études animales se sont développées dans les pays anglo-saxons, d'où Animal Studies. Et c'est justement, vous l'avez suggéré tout à l'heure, une critique qui est souvent adressée en fait aux studies en général, c'est d'être des idéologies importées des facs américaines, pour aller vite. Alors est-ce que c'est vrai, Émilie Dardenne, est-ce que les études animales sont juste l'importation d'idées et de théories qui ont été développées dans d'autres pays ? Alors, ce qui est drôle, c'est que quand on creuse un petit peu et quand on voit les chercheurs et les chercheuses influents dans les études animales, mais même dans les studies en général, on voit qu'il y a pas mal de Français et de Françaises. Donc, je pense que c'est plutôt quelque chose de circulaire. La philosophie française va influencer la pensée états-unienne, qui va à nouveau influencer la philosophie ou la façon de penser en France. Enfin, tout ça, c'est de la circulation d'idées. Je pense par exemple au chercheur philosophe Jacques Derrida, qui est français, mais qui a été plus influent du temps de son vivant à l'université américaine, et puis finalement qui revient aussi en France par la question animale. Donc c'est vraiment un raccourci de dire que c'est la pensée américaine qui influence. Mais c'est vrai que le champ s'est constitué plutôt en Amérique du Nord. Et il est aussi, on parle des États-Unis, mais il est aussi assez vigoureux au Canada et au Québec. On voit. Je crois que c'est assez révélateur que beaucoup de mes invités soient au Québec en fait. Voilà. De ces questions-là. La déclaration de Montréal, elle vient de Montréal, elle vient pas de Paris ou de Marseille. Et pourtant, elle est dans les 3 personnes qui l'ont initiée. Il y a 2... Il y a un Suisse et un Français. Un Suisse, un Français et une Québécoise. Oui. Voilà. Et ça semble plus facile pour eux et pour elles de le faire depuis Montréal que de le faire depuis Paris ou Strasbourg. Oui, en fait, c'est une critique qui est vraiment propre à la France, cette idée d'importation d'idées anglo-saxonnes. Oui, parce que quand on creuse, en fait, on voit que effectivement, ça s'est développé là-bas, mais les fondements, les germes viennent un peu partout et viennent beaucoup de la philosophie française. Un autre exemple, un auteur contemporain important dans les études animales critiques, c'est Dinesh Wadewell, qui est australien et qui a écrit un livre que je recommande fortement aux auditeurs et aux auditrices du podcast. C'est The War Against Animals. La guerre contre les animaux. Voilà. Et Wadewell, il s'appuie beaucoup sur Foucault. Sur le philosophe français Foucault. Donc on voit que non, c'est vraiment un raccourci de dire que ça vient du monde anglophone. Ça s'est développé là-bas, mais l'origine est beaucoup plus large. Ouais, d'accord. En revanche, c'est une réalité, il me semble que la pensée antispéciste, donc plus spécifiquement sur la question du spécisme, s'est longtemps construite en France hors de l'université.
en fait, mais plutôt dans le monde militant, alternatif. Je pense aux cahiers antispécistes qui ont eu une importance phare dans le développement et l'importation de certaines idées concernant et recherches concernant le spécisme, mais qui n'étaient pas une revue académique. Non, et d'ailleurs, il n'y a pas de revue académique en France qui porte sur la notion de spécisme. Je ne sais pas non plus s'il y a beaucoup d'universitaires qui se revendiqueraient aujourd'hui en France de l'antispécisme. Donc ça reste quand même beaucoup plus associé au milieu militant que au milieu académique. Mais c'est aussi dû, je pense, à une forte activité des opposants et des opposantes à l'antispécisme qui ont fait en sorte de rendre ce terme péjoratif, et on voit que c'est souvent le cas. Je donne un exemple dans le cadre du DU Animaux et Société que nous avons monté à l'université Rennes 2. On m'a dit, mais vous n'allez pas monter un diplôme antispéciste. Et pourquoi on nous a accusés de ça? Parce que nous avions fait appel à des organisations animalistes pour faire partie de l'équipe. Mais l'équipe, elle est constituée également d'universitaires, et elle est constituée de gens qui travaillent sur la question animale de façon pas engagés, ou même qui travaillent du côté des sciences de production animale. Donc on voit qu'il y a toute une gamme de points de vue et de méthodes possibles dans cette petite formation qu'on propose à Rennes 2. Malgré tout, tout de suite on fait c'est un espèce d'épouvantail associé l'antispécisme à la question. Tout de suite ça rendrait une formation, ça rendrait une pensée fatalement teintée ou funestement teintée d'idéologie et d'activisme. Ce qu'on veut surtout pas faire quand on est universitaire. Donc ça pose toutes ces questions-là pour les chercheurs et les chercheuses qui s'engagent dans le champ. Est-ce que vous identifiez des spécificités peut-être aux études animales francophones, voire plus spécifiquement françaises? Je crois vous avoir lu quelque part, vous parliez d'une différence d'ancrage selon les traditions philosophiques, que par exemple les études anglophones auraient été plus influencées par l'utilitarisme et que c'est pas trop le cas en France. C'est vrai. Alors là, encore une fois, je voudrais pas donner l'impression que les études animales seraient... c'est que la philo. Que c'est que de la philo, parce que c'est pas du tout le cas. Mais pour revenir à la question philosophique, oui, en France, l'utilitarisme était moins influent que dans d'autres pays, et notamment dans les pays anglophones. Donc, chez les philosophes français et les philosophes françaises qui travaillent sur la question animale, il y a beaucoup moins cette influence. Il y aurait plus l'influence de la phénoménologie ou de l'éthique des vertus. Par exemple, la théorie des droits aussi. En tout cas, moins l'utilitarisme. Mais je cherche des spécificités dans d'autres domaines. Peut-être que c'est moins évident. Oui, en fait, on peut en conclure qu'en France, c'est vraiment un champ de recherche qui émerge à peine. Et alors, qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a du retard à l'allumage, que ce champ tarde à se développer? Quels sont en fait les freins à l'institutionnalisation de ce champ dans l'université française? Alors, parmi les freins, il y a ceux qu'on a un petit peu évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire la hiérarchie entre les disciplines, la hiérarchie entre les sciences positives et les sciences normatives, ou les sciences empiriques et les sciences qui portent plutôt sur les idées. Oui, vous me parliez par exemple au moment de la création du DU, et apparemment il y a eu des critiques adressées par des chercheurs et chercheuses, plutôt des chercheurs j'imagine, en neurosciences du campus de Rennes, c'est ça? C'est ça, à Rennes, il y a deux universités, l'université de Rennes 1 et l'université de Rennes 2. Et donc à Rennes 2, nous faisons des sciences humaines et sociales, et à Rennes 1, c'est plutôt les sciences du vivant, il y a une partie économie aussi. Et donc quand on a ouvert le DU, eh bien on s'est vu, nos collègues de Rennes 1 qui pratiquent l'expérimentation animale ont été je pense un peu inquiétés de voir cette formation émerger dans les sciences humaines et sociales, et on nous a dit mais vous avez même pas de spécialiste des animaux dans votre équipe. Sous-entendu, si on n'est pas spécialiste des animaux du point de vue biologique, eh bien on n'est pas spécialiste des animaux. Donc ça occulte toute la dimension historique, sociologique, anthropologique, philosophique de ces relations qui sont aussi importantes. Les connaissances biologiques et éthologiques sont très importantes pour connaître les autres animaux. Mais pour comprendre les relations, on a aussi besoin, et on a d'abord besoin, des sciences humaines et sociales. Donc cette façon de réagir, de dire vous n'avez même pas de spécialistes,
c'est un certain mépris en fait des disciplines empiriques ou des disciplines des sciences positives par rapport aux autres disciplines et notamment les sciences humaines et sociales. Donc il y a cette hiérarchie des disciplines, il y a la tension entre la question de la discipline et la question du champ. Est-ce qu'on est d'abord un angliciste ou une angliciste, ou on est d'abord un philosophe, une philosophe avant de travailler sur la question animale, ou l'inverse? En France, il y a aussi la question de la relation entre les chercheurs et les chercheuses et tout ce qui relève justement de l'idéologie, le fait de pouvoir ou pas s'afficher comme étant engagé en faveur de son objet d'étude. Donc certains chercheurs et certaines chercheuses s'en défendent en disant non, personnellement je suis historien ou je suis historienne, je ne suis pas là pour dire c'est bien ou c'est mal l'expérimentation, je suis là pour regarder les données, voir comment ça a évolué. Il y a aussi simplement en termes de structure universitaire, la difficulté maintenant pour les jeunes chercheurs et chercheuses de se faire recruter à l'université. Ah oui, il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de poste, donc moi j'ai très régulièrement des gens qui viennent me voir pour faire des thèses, et je leur dis oui, une thèse c'est bien, mais il y a tellement peu de postes que vous aurez peu de chances d'être recruté, donc on a du mal à faire évoluer les choses comme les recrutements sont un peu bloqués. Les jeunes chercheurs et chercheuses qui ont des thèses sur la question animale n'arrivent pas à rentrer à l'université, donc on peut pas faire appel à elles et à eux pour monter des formations. Puis voilà, après ça empêche ce développement. Voilà, peut-être autre frein, c'est que la question animale, elle est rhizomique, elle touche à tous les champs politiques. Là, je parle en termes de financement, par exemple, pour monter des formations ou pour monter des recherches, quand on veut travailler sur cette question. Ça touche autant à l'alimentation qu'à l'éducation, qu'à les questions de biodiversité et d'environnement. Donc on a du mal à savoir comment orienter les choses pour trouver des interlocuteurs au niveau institutionnel, par exemple pour trouver des financements. Quand il n'y a pas carrément des opposants qui établissent un rapport de pouvoir et qui empêchent la création de formations ou qui cherchent à le faire. Vous m'aviez parlé aussi et vous en parlez dans un article, de la pression que vous avez eu à subir de la part des lobbies de la viande au moment de la création du DU. Oui, donc quand on a monté le DU, donc je précise que c'est une petite formation de 70 heures de cours pour une vingtaine de personnes par an, donc c'est vraiment assez modeste. On est très fiers de notre DU, mais on forme pas des milliers d'étudiants chaque année. C'est pas le berceau de la révolution antispéciste. Non, c'est un tout petit berceau alors. Et d'ailleurs, je voudrais encore souligner le fait que dans la formation, il y a des gens qui viennent d'un peu partout et des gens qui se réclameraient pas du tout de l'antispécisme. Ouais. Bon, pour revenir à la question de l'attaque, quand le DU a été monté, le lobby des productions carnées à l'Assemblée nationale s'est organisé pour mettre en cause le DU. Donc il y a eu une question d'un député, le député Marc Le Fur, posée à la ministre de l'Enseignement supérieur, dans laquelle il disait mais comment c'est possible qu'une formation universitaire fasse la promotion de l'antispécisme. Donc on en vient toujours à ce mot qui est une espèce de mot qui doit déclencher repoussoir. Comment c'est possible que une formation universitaire fasse appel à des organisations animalistes, même dans son équipe. Ce à quoi nous avons répondu, la ministre de l'Enseignement supérieur a répondu à ce député que l'université est tout à fait souveraine et autonome pour ses formations, et que d'autre part c'est tout à fait habituel dans des formations de type... C'est une formation qui relève de la formation continue, je précise, le DU Animaux et Société. C'est habituel de faire appel à des professionnels de terrain pour intervenir dans les cours. Mais ça s'est pas arrêté là, c'est-à-dire que il y a eu une espèce de mini-tempête qui nous a fait en fait pas mal de publicité. J'ai été contactée par des médias tout à fait inattendus pour
réagir par rapport à cette question. Et puis le président de mon université a reçu des courriers des professionnels des productions animales, donc Interbev et la fédération ou la confédération française des bouchers charcutiers traiteurs. A été également émue de voir une formation, enfin avec L214 comme membre de la formation, c'est-à-dire qu'on a un professionnel de l'éducation en éthique animale de L214 qui fait une dizaine d'heures de formation. Donc une dizaine d'heures de formation dans une petite formation de 70 heures pour une vingtaine d'étudiants, ça avait l'air d'être vraiment quelque chose de très très menaçant pour les professionnels de la production animale. Donc ça se passe très bien pour le DU Animaux et Société, mais c'est vrai qu'on a été quand même très surprise et surpris de cette controverse. Le président de l'université et les vice-présidents qui se sont occupés de ce dossier n'avaient jamais connu ça. Ah oui, donc ça montre bien une forme de pression qui est inhabituelle. Une forme de pression inhabituelle avec une force également d'attaque inhabituelle. Ils avaient jamais vu ça. Et effectivement, il y a eu des articles, même dans des journaux nationaux. Enfin, ça a pris des proportions qui étaient complètement inouïes pour nous. Un article dans le Figaro, un article dans la France agricole, Ouest France. Enfin voilà, c'était une grande surprise pour nous. Finalement, ça nous a pas empêché de démarrer et la formation continue et se porte très bien. Elle s'est beaucoup enrichie depuis le début. On a diversifié nos enseignements. Alors venons-en à une question qui me paraît assez centrale quand on parle d'études animales, c'est la question de l'engagement et de la responsabilité des chercheuses et chercheurs qui font des recherches dans ce domaine. Et vous l'avez suggéré, c'est un des freins en fait, cette posture de neutralité épistémique qui est encore très présente en France, très particulièrement en France. Et vous écrivez en fait dans un article qui s'intitule The Tipping Point, donc le point de bascule, je vous cite: la question de la normativité est une dimension importante des études animales, encore plus des études animales critiques, et toute chercheuse et chercheur en études animales doit s'y confronter. Donc est-ce que ce que vous dites ici, c'est que la recherche en études animales n'est en fait pas isolée ou dénuée de présupposés et de conclusions normatives ? Exactement, et l'exemple qu'on peut toujours donner pour montrer que c'est pas possible d'être neutre, c'est la question de l'alimentation. Quand on est chercheur et chercheuse, il y a toujours un moment où on organise un colloque ou une journée d'études. Et quand on fait des colloques et des journées d'études, il faut organiser des repas pour les gens qu'on invite. Mmh. Et quand la question du repas arrive, bien sûr, la question de manger ou ne pas manger les animaux est inévitable. Ouais. Et à ce moment-là, on peut pas dire non, je suis neutre, je prends pas parti pour ou contre. C'est l'éléphant dans la pièce. Il y a un article de Romain Espinosa qui reprend ce titre, mais l'image de l'éléphant dans la pièce, c'est une image qu'on retrouve souvent autour de cette question, c'est-à-dire que on a beau se dire neutre, à un moment donné, on doit toujours faire des choix. Ouais. On peut pas vivre sans faire de choix et on peut pas faire de recherche sans faire de choix. Oui, c'est illusoire en fait de se déclarer neutre face à l'horreur de l'exploitation animale aussi. C'est ça, c'est illusoire. Alors ceci dit, une nuance quand même, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs et des chercheuses qui vont travailler sur des objets, par exemple l'expérimentation ou sur la captivité des animaux dans les parcs zoologiques et qui font le choix ou qui disent je ne suis pas là pour juger de la recevabilité ou du caractère moral ou immoral de ces pratiques, je suis là pour évaluer les données et pour également ne pas s'aliéner les professionnels qui travaillent dans ces secteurs-là disent je ne prends pas parti parce que je veux pouvoir discuter et échanger avec les gens qui travaillent là. Et si je me positionne comme contre, évidemment je ne pourrais plus faire de recherche. Donc il y a quand même cette question-là. Mais sur la question de la neutralité et de l'objectivité, il me semble que vouloir défendre une objectivité à tout prix, en fait, c'est simplement adhérer à une orthodoxie morale, c'est-à-dire être du côté
de la pensée dominante. Et donc quand on se dit neutre et qu'on embrasse cette pensée dominante, en fait on n'est pas neutre, on est du côté des dominants. Oui, cette pensée qui est anthropocentrique et spéciste en fait. Voilà. Et quand là je me suis appuyée dans l'article que vous avez cité sur le travail du sociologue Howard Becker, qui parle d'une hiérarchie de la crédibilité pour les chercheurs et les chercheuses. Donc il développe cette idée que dans le cadre académique, l'autorité est inégalement partagée. Quand on essaie de raconter une histoire du point de vue des dominés, eh bien on est accusé de prendre parti en leur faveur. Alors que si on raconte l'histoire du point de vue des dominants, il n'y a pas du tout d'accusation. Donc il met en évidence la question de la hiérarchie des groupes et le fait que la recherche n'est pas imperméable à cette hiérarchisation. C'est-à-dire que quand on ne défend aucun point de vue, en fait on défend le statu quo, on défend l'absence de changement pour les animaux par exemple, mais ça se pose aussi dans d'autres cadres. Ça me fait penser à quelque chose qu'écrit un sociologue français qui fait des recherches, alors je ne sais pas si on le situerait en études animales, mais qui a écrit des articles sur les études animales, Jérôme Michalon, et qui dit en fait que justement cette critique de la posture de neutralité, c'est une des caractéristiques des studies en général. Donc c'est aussi le propre des études de genre, des études postcoloniales, etc. Oui, et Jérôme Michalon, que je sache, lui, il s'intéresse aux études animales comme objet, mais il se positionne pas du tout ni pour ni contre les autres animaux, et il s'intéresse à l'objet et à la façon dont les autres chercheurs et chercheuses aussi font des recherches sur cette question. Mais forcément, on transporte avec soi, quand on est chercheur et chercheuse, un bagage idéologique. Dire qu'on serait absolument neutre, ou on habiterait la Suisse des études animales, on serait pas pour ni contre les autres animaux. C'est penser qu'on peut se défaire d'un certain point de vue. Ceci dit, c'est pas parce que l'objectivité semble impossible qu'il n'y a pas un horizon d'objectivité, ou qu'on peut pas appliquer les règles de la méthode scientifique. Bien sûr, il faut appliquer les règles de la méthode scientifique, c'est-à-dire multiplier les sources, avoir conscience de ses propres biais, les connaître, savoir comment les éviter, etc. S'ouvrir à la critique de ses pairs, faire relire ses travaux. Ouais. Voilà, appliquer les outils de l'approche critique. Mais bon, en tout cas, ce qui me semble, moi, c'est que la question de la neutralité, elle est un peu illusoire. Quand on pose un idéal d'objectivité aujourd'hui, alors la question est aussi différente selon qu'on travaille sur des données ou sur des idées. Oui. On va pas aborder la question de la même manière, mais on peut quand même de toute façon mettre en cause cet idéal d'objectivité. Est-ce qu'il est même atteignable ? Mais alors la question devient une question pragmatique, dans un contexte français en particulier, où mine de rien cette vision de l'objectivité est encore très prégnante. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'adopter cette posture pour être crédible, en fait ? C'est-à-dire reconnue comme chercheuse spécialiste du sujet, invitée dans les médias, avoir accès à des moyens d'édition et des moyens d'influence. Ça dépend comment on se présente, en fait. Il faut se présenter très clairement, dire d'où on parle. Personnellement, je dis que je parle du point de vue des études animales, enfin que c'est ma maison, c'est là que je me sens légitime, parce que c'est le champ que j'ai choisi. Donc toujours annoncer son point de vue, sa méthode. Il faut veiller à, même si on défend une approche critique, il me semble qu'il faut faire attention à ne pas être un ou une activiste quand on fait de la recherche. Ce sont des rôles différents. Nous, enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, universitaires, nous ne sommes pas des activistes, même si nous pouvons embrasser certaines idées et vouloir contribuer aux changements sociétaux. Nous sommes là pour apporter des données, pour apporter des connaissances. Nous ne sommes pas là pour aller à l'Assemblée nationale ou pour aller faire du lobbying directement auprès des pouvoirs publics. Il faut savoir d'où on parle et ce qu'on souhaite faire. Moi personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer d'apporter aux étudiantes et aux étudiants des outils pour comprendre les relations anthropozoologiques, comment elles ont évolué et comment elles sont toujours en train d'évoluer.
montrer aussi que c'est important, je pense, de montrer que les cadres explicatifs de la recherche sont, comme les objets de recherche, constamment en train d'évoluer. Les cadres explicatifs de la recherche sur la question des études de genre, par exemple, ont beaucoup changé. Peut-être que la question animale va changer, sera perçue différemment, sans qu'elle est déjà en train de changer, mais peut-être qu'elle sera perçue complètement différemment dans 20 ans. Et à ce niveau-là, on voit que les études animales n'en sont pas du tout au niveau des études sur le genre, où on peut aller dans les médias en se réclamant d'une posture féministe, en étant chercheuse ou chercheur, et que ça pose pas de problème. Sur la question animale, il faut toujours s'expliquer quelle est sa méthode, etc. Alors je vais vous pousser un peu sur cette question et vous poser une question qui est peut-être volontairement naïve, voire provocatrice. À quoi ça sert, les études animales? À quoi elles servent? Et en fait, plus rigoureusement formulé, qu'est-ce que les études animales peuvent apporter dans notre quotidien? Et aussi, qu'est-ce qu'elles apportent concrètement aux autres animaux que les humains et à toutes les activistes qui luttent pour leur libération et pour la fin de leur exploitation? Il me semble que ce qu'on apporte, c'est pas quelque chose de direct qui va permettre tout de suite d'emblée d'améliorer la condition animale, puisque encore une fois, nous ne sommes pas sur le terrain. Mais ce qu'on peut apporter, c'est de la hauteur de vue et de la largeur de vue. Enfin, pour parler de mon livre Introduction aux études animales, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est de donner en français un accès à des livres qui, moi, m'ont complètement ouvert mon horizon sur la question. C'est des livres qui existent en anglais, qui s'appellent Introduction to Animal Studies ou quelque chose comme ça. Il y en a 4 ou 5. Et quand j'ai commencé à enseigner sur cette question, j'ai découvert ces livres et ça m'a sorti. Moi, je venais de l'histoire des idées, donc plutôt une influence philosophique et historique, on va dire. Et j'ai découvert toutes les autres disciplines et tout ce que ça pouvait apporter et toute la profondeur que ça apporte. On ne peut bien comprendre comment on vit avec les autres animaux et l'ampleur de l'exploitation animale contemporaine. On ne peut la comprendre qu'en connaissant l'histoire de ces relations. Donc on a besoin de la discipline historique. On ne peut la comprendre qu'en connaissant les différences entre les territoires. Donc on a besoin de la géographie. On ne peut la comprendre qu'avec les outils que nous apporte l'anthropologie culturelle pour montrer que la façon dont on se comporte en France vis-à-vis des autres animaux, c'est pas la même que la façon dont on se comporte en Afrique ou en Amérique du Sud ou dans d'autres régions. Hein, ça c'est quelque chose que l'anthropologue Philippe Descola a très bien montré, en montrant qu'il y avait plusieurs types d'organisation du vivant et donc plusieurs façons de se comporter avec les autres animaux. Dans les études animales, on va voir aussi que la façon d'aborder la question, même là de façon plus vraiment en éthique, selon les valeurs auxquelles on se rattache, que ce soit des valeurs utilitaristes ou plutôt de la théorie des droits, on va pas aborder la question de la même manière. Donc ce que peuvent faire les études animales, c'est ouvrir la perspective. Ça n'est pas donc quelque chose d'emblée concret pour les autres animaux, mais c'est quelque chose qui peut contribuer, je l'espère, à modifier la façon de les regarder, modestement. Oui, donc en fait vous me répondez que le rôle des chercheurs et chercheuses, c'est de produire des savoirs et de participer à leur diffusion. Est-ce qu'on peut pas, je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce qu'on peut pas penser que les universitaires, par leur position sociale, ont des moyens d'action et de changement social que n'ont peut-être pas d'autres actrices et acteurs, notamment dans le monde militant. Je pense à l'accès aux médias, tout simplement, un accès facilité aux médias, un certain pouvoir d'influence sur les politiques publiques et sur l'opinion publique en général. Donc en fait, et est-ce que du coup de ce pouvoir ne découlerait pas une sorte de responsabilité morale des chercheurs et chercheuses à faire davantage que simplement produire des savoirs ? Alors je pense qu'il faut rester très humble sur la question du pouvoir des universitaires, parce qu'on se rend compte que ce pouvoir est très relatif et que si on est invité dans les médias, c'est parce que les médias trouvent que notre discours est intéressant. À partir du moment où notre discours n'est plus intéressant, il n'y a plus d'invitation médias. Aujourd'hui, moi je constate que je suis invitée de temps en temps à la radio nationale, où il y a eu quelques émissions sur France Culture notamment. C'est parce qu'il y a un intérêt sociétal fort.
Si je disais la même chose, si j'avais sorti mon livre il y a 10 ans, je pense que ça... il aurait possiblement fait un énorme flop. C'est-à-dire que je n'aurais eu aucun écho, et pourtant j'aurais dit la même chose. Mais aujourd'hui c'est audible parce qu'il y a cet intérêt contemporain. On va être invité. Moi, par exemple, dans mon livre, je parle aussi bien de littérature que d'histoire, que de philosophie. Je suis plutôt invitée pour parler des questions d'actualité dans les médias. Donc on voit que ça reste, c'est les médias qui choisissent, hein, c'est eux qui choisissent ce dont on va parler, la façon dont on va aborder la question. Qui cadrent les sujets, ouais. Voilà. Donc le pouvoir des universitaires, je dirais qu'il est quand même très relatif au niveau médiatique. Sur le plan politique, on a très peu de pouvoir, hein, on n'a pas de pouvoir, nous les universitaires, au niveau politique. Sauf si on est sollicité. Mais c'est pas nous qui vont aller, c'est pas nous qui allons pouvoir aller à l'Assemblée nationale pour faire des propositions. Enfin, on peut les faire, mais elles devront passer par les élus. Elles devront passer, ou alors par les ministères, elles devront passer par les ministres. Donc c'est très relatif. C'est plutôt les élus qui nous sollicitent parce qu'ils trouvent nos travaux intéressants. Dans ce cas-là, moi ça m'arrive, je suis en contact notamment avec des élus au niveau communal, parce qu'il me semble que ça c'est un niveau d'action qui est en forte émergence. Les politiques d'animaux dans la ville par exemple. Mais il faut pas se méprendre sur le pouvoir des universitaires. Je pense qu'il est assez limité. Et je pense que c'est in fine pas notre pouvoir à nous, c'est le pouvoir des médias ou des milieux politiques de prendre en compte notre parole ou non. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'exprimer et éventuellement faire des propositions. Peut-être pour éclairer ma question, vous pouvez nous expliquer quelque chose dont vous parlez dans l'article que j'ai cité plus tôt. Vous parlez de scholactivisme en anglais. Et je suis pas sûr de voir ce que c'est. Est-ce que c'est le mélange justement d'activisme et de travail universitaire de recherche ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une idée défendue par des chercheurs et chercheuses plutôt aux États-Unis qui défendent le fait d'être à la fois universitaire et activiste et qui voient pas de distinction entre les deux. Enfin, pour qui l'articulation entre les deux est absolument naturelle. C'est-à-dire, du côté des animaux, ça voudrait dire on produit des données, on produit de la connaissance sur les animaux et en même temps on veut changer les choses pour les animaux. Moi, je me positionne comme ça, c'est-à-dire que je souhaite que les choses évoluent pour les animaux, mais il me semble que là d'où je parle, je suis d'abord une universitaire. Et que mes outils ne sont pas les mêmes que ceux des activistes. On peut faire les deux, c'est assez délicat de passer d'une posture à l'autre. Et en France, c'est particulièrement délicat, c'est plus facile dans les pays, il me semble, de langue anglaise et notamment en Amérique du Nord. En France, on est quand même il me semble, soumis et soumise à la jeunesse de ce champ. Déjà, simplement de faire de la recherche en adoptant le point de vue des animaux, il faut l'expliquer, il faut le contextualiser, l'illustrer. Et donc de dire en plus qu'on voudrait que ça change pour eux. Ça implique beaucoup de niveaux et beaucoup de points de vue. Donc peut-être qu'il faut être assez clair sur la façon dont on aborde la question au départ et de dire déjà essayons d'embrasser le point de vue des autres animaux et de dire qu'est-ce que ça fait si on regarde l'histoire de la consommation alimentaire en France du point de vue des autres animaux. Là on voit que il y a beaucoup plus d'individus qui sont impactés qu'avant, donc ça tord le cou à l'idée reçue selon laquelle ça va mieux aujourd'hui pour les animaux qu'avant. Non, ça va pas mieux aujourd'hui pour les animaux qu'avant, parce qu'il y en a beaucoup plus qui sont élevés et pour être mangés. Comme vous êtes enseignante et que par ailleurs vous encadrez des travaux de thèse, j'aimerais finir avec cette question. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un ou une jeune étudiante qui souhaiterait faire des recherches en études animales ?
Je lui conseillerais de penser à la méthode et de penser à la discipline dans laquelle il ou elle s'inscrit. C'est-à-dire que je prends des exemples de gens qui sont venus me voir après avoir lu mon livre ou après avoir, je sais pas, lu un article et qui voulaient travailler avec moi en études animales. Ils doivent d'abord ou elles doivent d'abord avoir conscience qu'elles s'inscrivent ou qu'ils s'inscrivent dans une discipline. C'est-à-dire d'abord histoire ou d'abord études anglophones avant de faire des études animales. Je leur conseillerais d'abord ça. Je leur conseillerais aussi, mais ça c'est un conseil qu'on peut donner à tous les jeunes étudiantes et tous les jeunes étudiants qui veulent faire de la recherche, c'est pour bien se poser la question de l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut faire d'une thèse ? Si on veut devenir enseignante chercheuse ou enseignant-chercheur, il faut s'attendre à ce que ça prenne de nombreuses années. Il faut s'attendre à rencontrer de la précarité parce qu'il n'y a pas de poste. Donc il faut une certaine tolérance à l'adversité. Oui, en moyenne, le premier contrat fixe, CDI, dans la recherche en sciences sociales en France, je crois que c'est à 35 ans. Voilà. Ça veut dire précarité et CDD jusqu'à 35 ans si on s'engage de la recherche. Précarité. Dans les parcours, il y a pas mal de gens qui sont contraints de s'expatrier, faire des post-doc à l'étranger pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, changer de pays. Enfin, c'est très particulier comme façon. Faut avoir vraiment un grand intérêt pour cette question pour vouloir essayer d'en faire sa carrière. Je dis bien essayer d'en faire sa carrière. Mais bon, à côté de cela, c'est un champ très riche. Il y a beaucoup de choses en friche qui mériteraient d'être défrichées. Donc c'est vraiment une question passionnante. Moi, je vois beaucoup de jeunes étudiants et de jeunes étudiantes qui veulent travailler sur ces questions de plein de points de vue différents. Je les encourage, mais en même temps, il faut qu'ils et elles soient conscients des obstacles à la fois structurels et épistémologiques au travail dans ce champ. Émilie Dardenne, je demande à chacune et chacun de mes invités 3 recommandations pour moi et pour les auditrices. Alors quelles sont les vôtres ? Je conseillerais d'abord toute l'œuvre de Peter Singer. Je le conseille parce que pour moi ça a été la révélation. J'avais déjà arrêté de manger les animaux depuis plusieurs années et puis j'ai lu Peter Singer et je me suis tellement reconnue dans sa façon de présenter les choses que c'est ça qui m'a ouvert les portes vers la pensée, vers l'éthique animale et ensuite vers les études animales. Ça a été un élargissement. Donc vraiment je conseille ces ouvrages, La libération animale, La théorie du tube de dentifrice et puis voilà tous les autres sur l'altruisme efficace. Donc Peter Singer, le deuxième conseil que je donnerais pour connaître les animaux eux-mêmes et les relations qu'on a avec eux, c'est un MOOC qui s'appelle Vivre avec les animaux, qui a été produit il y a 2 ans ou 3 ans par l'Université virtuelle sur l'environnement et le développement durable. Et c'est un MOOC qui a une 40aine de vidéos qui font à peu près 10 minutes et ça couvre un champ très très large. Ça va de l'histoire à la zoologie en passant par les sciences de l'éducation, la zoosémiotique, les sciences vétérinaires. C'est vraiment très très riche. Moi j'utilise beaucoup ce MOOC dans mes propres enseignements. Et puis 3e recommandation sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook, je recommande Kiosque Animal. C'est une page d'information sur les actualités de la condition animale, les publications. Voilà, c'est une espèce de veille à la fois scientifique et de veille générale sur la condition animale que moi je consulte quotidiennement et qui est très utile. Et ils ont eu la gentillesse de repartager certains des épisodes du podcast d'ailleurs sur cette page, donc je recommande également. Et merci beaucoup Émilie Dardenne d'être venue dans Comme un poisson dans l'eau pour parler de toutes ces questions. Merci à vous. C'est la fin de ce 15e entretien de Comme un poisson dans l'eau. Comme toujours, mais je ne le dis peut-être pas assez souvent, vous pouvez retrouver toutes les références citées dans l'épisode dans sa description. D'après ce que me dit Spotify, Comme un poisson dans l'eau fait partie des 5% de podcasts les plus partagés dans le monde, soit par lien direct, soit par WhatsApp ou autre. C'est incroyable, je m'en remets pas, à vrai dire, alors vraiment merci de tout cœur à toutes les personnes qui partagent le podcast. C'est vous qui le faites vivre.
Dans une semaine sera diffusé un épisode spécial. Suspense. Et d'ici là, bisous.